Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle donc François Dasque. J'ai fait mes études de médecine et ma spécialité de médecine physique et réadaptation à Toulouse. Et je pratique l'ostéopathie médicale en cabinet libéral et l'enseigne à la faculté de médecine de Toulouse depuis bientôt 25 ans. Ma volonté de transmettre à mes confrères la richesse qu'apporte cette approche clinique en orthopédie médicale n'a jamais été aussi forte. Alors, il vous faut savoir que beaucoup de mes amis médecins se demandent pourquoi, depuis maintenant 25 ans, je m'intéresse autant à l'ostéopathie. Et pour ma part, je me demande pourquoi, avec tous ces patients qui n'ont rien, mais qui ont mal quand même, ils ne s'y intéressent pas. Et c'est un peu pour dissiper, pour répondre à ce double questionnement qu'est construit ce diaporama ce soir. Nous allons d'emblée dissiper un malentendu qui concerne le terme ostéopathie. Alors, les médecins ont du mal depuis toujours à dire ostéopathie, c'est comme ça, et on tourne un peu autour du pot. Alors, je pense que c'est pourtant aujourd'hui le terme consacré pour ce type d'approche fonctionnelle. Et c'est rendre hommage non seulement au médecin qui l'a créé, mais aussi à celui qui l'a importé en France, que de garder cette appellation. Et je reviendrai sur ces deux personnages un peu plus tard. Aussi, même si cela soulève quelques critiques, je ne vais pas parler ce soir de médecine manuelle et ostéopathie, mais d'ostéopathie médicale. Je vais me limiter aussi dans mon propos à une vision très orthopédique de l'ostéopathie, orthopédique et neurologique. D'abord pour la clarté de l'exposé, et ensuite parce que c'est un champ d'action qui est privilégié pour nous médecins. Ensuite, il vous faut savoir que mon propos n'est pas une démonstration scientifique, et j'en demande d'avance pardon à ceux qui s'attendent à un topo ponctué de références bibliographiques. J'ai un semblant de cela, l'ostéopathie n'intéresse pas beaucoup les médecins, et les rares études qui la concernent, compte tenu des nombreux biais qu'elles contiennent, sont d'une interprétation qui reste plus que difficile. Je vous demande de voir plutôt cette soirée comme une invitation. Une invitation pour ceux qui ne connaissent pas l'ostéopathie à vous y intéresser, et j'espère vous convaincre qu'il s'agit d'abord de médecine. Une invitation pour ceux qui la connaissent et la pratiquent déjà, à unir nos forces et à mettre sur pied des études scientifiques qui permettent enfin de lui donner la place qu'elle devrait avoir dans la formation de tout médecin. Mon postulat ce soir est dans le titre de la soirée. L'ostéopathie médicale est une réponse possible au diagnostic et au traitement des douleurs référées. Elle est l'approche clinique de choix pour explorer et traiter les dysfonctions de ce que l'on va appeler notre sixième sens. Rassurez-vous, on ne va pas tomber dans l'ésotérisme pour autant. Nous allons voir tout ça, et le pourquoi et le comment, à travers les diapositives que je vais maintenant vous présenter. Mais commençons, si vous le voulez bien, par un cas pratique, parce qu'un bon schéma vaut toujours mieux qu'un long discours. Alors, je vais vous parler d'un exemple que j'ai déjà cité pour certains, j'en suis désolé, mais que vous avez tous eu dans vos cabinets. C'est celui d'une jeune fille qui souffre d'un genou et pour laquelle on ne trouve aucune étiologie. Alors, voici l'histoire d'Oriane. Oriane, elle est très représentative de ce qu'on vit au quotidien au cabinet. Et du coup, je l'ai gardée comme exemple parce qu'elle est vraiment trop significative. Et puis, vous verrez, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, je vais vous livrer une petite suite ce soir. Ce sera la petite cerise sur le gâteau. Oriane a donc 16 ans. Quand elle vient me consulter pour la première fois, elle présente une gonalgie droite qui la suit depuis 3 ans. C'est une volleyeuse. Et sans traumatisme particulier, elle a une douleur qui s'est installée de façon progressive, à l'empêcher de courir et l'empêcher de vivre sa passion avec ses amis. Vous vous en doutez, elle a consulté à de multiples reprises. Il faut savoir que son genou, a priori, n'a jamais été très inflammatoire, elle n'a jamais eu de gonflement articulaire visible. Et elle a donc commencé ce périple médical où elle a eu de multiples examens, de multiples explorations aussi. Ah, mais je commence ça, mais j'ai pas mis vous n'avez pas les diapos là. Vous n'avez pas les diapos. Je suis désolé, je n'ai pas partagé l'écran. C'est comme si c'était fait. Alors, pardon, excusez-moi. Nous en étions là, nous étions au genou d'Oriane. Est-ce que vous le voyez là? Ça devrait être mieux comme ça, non? Ouais, c'est parfait, c'est bon.
Génial. Alors merci. Désolé d'avoir loupé ça. Donc voilà le genou d'Oriane. Et voilà, en quelques mots, résumé son périple médical. Donc la liste n'est pas exhaustive, elle y a passé beaucoup de temps. Et il vous faut savoir qu'entre traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie, rien ne l'avait soulagée. Elle a eu IRM, scanner, arthroscanner, et finalement une arthroscopie, justifiée parce que personne ne trouvait rien, qui a fini par mettre en évidence une plica synoviale qui a été réséquée. Mais une fois cette plica réséquée, Oriane a continué de souffrir. Et donc, je reçois Oriane au cabinet. Ça fait un an qu'elle a eu son arthroscopie et son genou est toujours normal. Avec au niveau des trois compartiments, au niveau ligamentaire, au niveau méniscal, je ne trouve rien de lésionnel patent. En revanche, j'attaque mon examen un peu plus ostéopathique et je fais un palpé roulé au niveau de sa cuisse gauche d'abord et puis de sa cuisse droite. Et là, je tombe sur une cellulalgie réflexe typique, témoin d'un syndrome métamérique sur la troisième racine lombaire. Je tire le fil et je remonte en fait jusqu'à la source, jusqu'à la dysfonction vertébrale qu'elle présentait entre L3 et L4. Euh, J'ouvre ici une petite parenthèse parce que je vais dire syndrome métamérique à plusieurs reprises ce soir. Et je tiens à vous préciser que ce terme, si vous le cherchez sur Internet et sur le Medline, vous ne le trouverez pas sinon associé à syndrome métamérique artério-veineux spinal, qui est une pathologie orpheline. Alors ce terme de syndrome métamérique est peut-être critiquable, mais je trouve que c'est celui qui exprime le mieux la totalité de ce que l'on appréhende par la médecine manuelle et l'ostéopathie. Revenons à Oriane, si vous le voyez bien. Donc, je remonte le fil, je trouve une fonction vertébrale au niveau L3, L4 et je la traite à l'aide d'une manipulation sans trust, c'est-à-dire sans la faire craquer. Elle présente immédiatement une amélioration de la cellulalgie réflexe et puis dans les jours qui suivent, la douleur du genou disparaît complètement. Je lui avais demandé de me rappeler pour m'assurer que ce serait le cas, ce qu'elle fait, et donc je n'ai plus de ses nouvelles. On était à ce moment-là en juin 2019. Donc Oriane repart vers sa passion première, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque je revois Oriane 6 mois plus tard. On est alors en janvier 2020. Je lui avais demandé à ce moment-là, non, c'était pas cette fois-là, c'est la fois suivante, la radio. Enfin bon, je revois Oriane et je pose le même diagnostic en fait. Il y avait une différence quand même notable, c'est que au moment de l'apparition de sa douleur du genou, cette fois-ci, cette douleur avait été précédée d'une lombalgie. Et donc, je retrouve le même syndrome métamérique, je la traite de la même façon et a priori, je la soulage de la même façon. Arrive là-dessus le confinement et je n'ai plus de nouvelles d'Oriane. Euh, et puis 6 mois plus tard, au mois de juin, alors, au décours du déconfinement, elle vient me voir, cette fois-ci avec une radiographie du rachis lombaire que je vous laisse regarder, que je lui avais prescrite au mois de janvier quand elle était revenue pour la deuxième fois. En la regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a une légère inflexion scoliotique qui est quand même centrée sur L3 et L4, ce qui nous interpelle un petit peu. Et puis, comme Oriane avait déjà été montré un exemple à la fois au diplôme universitaire à Toulouse et puis au niveau de la MOPI où on raconte des petites historiettes comme ça pour essayer d'attiser notre curiosité clinique, euh, je lui ai demandé de faire une IRM. Et donc, elle a fait son IRM avec le retard habituel des IRM, ça je ne vous apprends rien. Et donc, elle m'a envoyé le lien pour que je puisse regarder son IRM là en octobre. Et si vous la regardez de près, cette IRM, vous allez vous apercevoir qu'il y a une petite image liquidienne en fait, au niveau de l'articulaire postérieur L3, L4 gauche. Voilà, elle souffre du côté droit, mais on peut supposer que ça signe quand même un petit trouble postural à ce niveau, en tout cas de la répartition de charge qui expliquerait ce léger épanchement. La bonne nouvelle, c'est qu'Oriane va bien et que c'est de loin le principal, quelle que soit l'imagerie qu'elle a pu me fournir. Mais l'histoire d'Oriane, alors j'arrive pas à vous passer la diapo, pourquoi je ne sais pas. Mais l'histoire d'Oriane appelle deux réflexions. La première, c'est que l'on peut très bien avoir une douleur au genou sans qu'il s'agisse d'une douleur du genou. Et la deuxième, qui découle de la première, c'est qu'une approche clinique complète se doit de tenir compte à la fois de l'aspect lésionnel et de l'aspect fonctionnel. Et là, après ostéopathie tout à l'heure,
j'emploie encore un mot, un terme qui est très malmené en médecine, c'est le terme de fonctionnel. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse courte pour régler le différent. Le fonctionnel, j'espère que vous partagez tous cette idée, n'est pas le psychosomatique. Euh, Ça paraît une évidence, mais c'est pas vrai pour tout le monde quand même. Je pense qu'au XXIe siècle, fonctionnel ne devrait plus être un adjectif, un peu refuge dans notre bouche pour dire en gros, je ne sais pas ce que vous avez, ça se passe donc probablement dans votre tête. Donc je pense par rapport à ça que rétablir la fonction est le but ultime de notre démarche thérapeutique, que nous redonnons aux patients, nous sommes là pour redonner aux patients un mouvement sans douleur. Et ça, c'est vrai, que nous soyons généralistes ou spécialistes, médecins ostéopathes, médecins du sport, chirurgiens orthopédistes, neurochirurgiens, nous tendons tous, avec des moyens différents, vers ce but. Et il semble bien qu'en médecine de ville, 80% des consultations soient liées à une pathologie qui est dite fonctionnelle. Alors je vous le demande ce soir, pourquoi devrions-nous nous priver d'outils qui nous permettent d'apporter non seulement un diagnostic, mais dans bien des cas un traitement à ces problèmes qui sont dits fonctionnels? Alors en définitive, ce soir, je vous invite à passer à la stéréo, en partant du principe que jusqu'à présent, on a toujours été un peu avec une écoute monophonique des plaintes de nos patients. Je pense que vous conviendrez, quel que soit le support que vous choisissez pour la métaphore, que l'analyse d'un signal en stéréo est de bien meilleure qualité que si on le fait de façon monophonique. Et je pense qu'il est indispensable que nous ayons cette écoute des deux oreilles quelque part pour avoir un diagnostic beaucoup plus précis des douleurs de nos patients. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en définitive. Le signe fonctionnel principal à l'interrogatoire reste la douleur. Alors partons, si vous voulez bien, de ce que l'on connaît et on va développer un peu plus ce que l'on connaît moins. Euh, les trois types de douleurs reconnus, vous les connaissez tous par cœur, donc je vais passer vite là-dessus. Essentiellement les douleurs par externociception qui correspondent donc à une lésion tissulaire locale de mécanisme inflammatoire. Elles sont de diagnostic d'interrogatoire, elles sont appuyées par un examen clinique et parfois par des examens paracliniques quand c'est nécessaire. Et dans tous les cas, on aboutit à un diagnostic qui est lésionnel. Le pendant de ces douleurs, ce sont les douleurs neuropathiques, hein, qui sont aussi des douleurs lésionnelles, mais cette fois-ci des douleurs de la voie afférente sensitive. Ce sont des douleurs de diagnostic d'interrogatoire, parfois aidées de questionnaires adaptés comme éventuellement le DN4. Mais dans ce cas-là encore, on aboutit à un diagnostic qui est avant tout lésionnel. Alors, celles qui vont nous intéresser un peu plus ce soir, ce sont les autres. C'est la voie du milieu, ce sont les douleurs référées. J'ai gardé ce soir le titre de référé pour la commodité du titre, mais c'est un raccourci pour un sac un peu fourre-tout dans lequel on trouve plusieurs entités qui sont à démembrer pour certaines encore. Et la liste n'est pas exhaustive, ça va du syndrome douloureux régional complexe, l'ex-algodystrophie, en passant par la fibromyalgie et autres douleurs cinématéria. Cette dernière expression, un peu ancienne, avait au moins l'intérêt de révéler notre manque de connaissance du sujet. Mais plus proche de nous, le Barthes et Wheeler, par exemple, parlent de douleurs physiologiques dans leur excellent article sur l'encyclopédie médico-chirurgicale. Le dernier qualificatif couramment employé depuis 1 ou 2 ans, c'est douleur nociplastiques. Euh, je retiendrai pour ma part un peu plus la définition du Collège des enseignants de neurologie, qui parle de leur côté plutôt de douleurs fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Et c'est pour moi ce dernier qualificatif qui me semble le plus adapté à la situation. Et la suite de mon propos devrait vous aider, j'espère, à comprendre pourquoi. Nous retrouvons donc là, au niveau de ces douleurs référées ou dysfonctionnelles, mon postulat. Je me pose la question quand je vois cela et je me demande, est-ce que toutes ces douleurs ne pourraient pas avoir un plus petit dénominateur commun, qui serait le syndrome métamérique? Ou formulé autrement, est-ce que la dysfonction du métamère, avec la douleur et la restriction de mobilité qu'elle entraîne, ne serait pas l'expression finale de toutes ces différentes douleurs? C'est ce que nous allons essayer de découvrir pour la suite. Donc, laissons tomber, si j'y arrive, laissons tomber, si vous voulez bien, les douleurs par externociception et les douleurs neuropathiques pour nous concentrer sur ces douleurs référées et sur le rôle du métamère dans ces douleurs. Je précise là, mais vous l'avez déjà compris, que l'approche ostéopathique médicale est un excellent outil pour analyser cette dysfonction métamérique. Alors venons-en au diagnostic.
le diagnostic qui consiste à l'exploration de ce métamère. Et avant d'attaquer le diagnostic lui-même, permettez-moi un rapide rappel de ce qui est le support anatomique de cette dysfonction métamérique. Parlons du hardware avant de parler du logiciel, le software. Et tout commence avec notre ami l'embryon, puisque dès la 6e semaine, tout est déjà en place. La segmentation métamérique est acquise, et nous l'avons tous appris, il y a longtemps en ce qui me concerne. Et malheureusement, par la suite, la découpe en appareil dans notre apprentissage de la pathologie nous fait souvent perdre de vue cette vision pourtant si essentielle. Cette segmentation métamérique persiste, bien entendu, et elle est la base périphérique de toute notre organisation fonctionnelle, à la fois sensorielle et motrice. Si on le schématise de façon encore plus importante, on peut résumer le métamère en gros à ces 3 afférences, les afférences cutanées, les afférences articulaires et les afférences musculaires, et les efférences qui correspondent à la même chose. Et je pense que nous avons là sous les yeux en fait ce qui résume à peu près toute notre façon d'agir sur le corps humain avec les techniques manuelles. Nous sommes sur des techniques de réflexothérapie, et ça je crois que j'y reviendrai, mais il ne faut jamais qu'on l'oublie. Bien entendu, de ce schéma sont gommées toutes les autres afférences, les afférences végétatives et viscérales, qui sont aussi importantes, on ne les oubliera pas. Mais pour la clarté du propos de ce soir, je pense qu'il faut rester un peu centré sur les choses les plus simples et les plus accessibles. Alors, vous allez me dire, comment examine-t-on ce métamère? Eh bien, par ce qui est le plus accessible pour nous tout d'abord. L'approche clinique, elle commence par la peau, en approchant le dermatome. J'ai coutume de dire à mes étudiants, si vous voulez toucher vos patients, commencez par les toucher. Et donc, je crois que c'est l'élément le plus important et probablement un de ceux qu'on oublie assez facilement dans la médecine classique. Les dermatomes, quelque part, restent le fil d'origine que nous tirons pour aller jusqu'au diagnostic vertébral en général qui finalise notre approche ostéopathique en ostéopathie médicale. Mais c'est la porte d'entrée en fait de cette dysfonction métamérique. Et comme je l'ai dit plus haut, pour la gonalgie d'Oriane, la douleur du genou n'est pas forcément une douleur au genou. Et c'est la même chose par rapport à l'épaule. Il faut bien garder dans l'idée qu'une douleur de l'épaule peut aussi être simplement une douleur à l'épaule sur le dermatome et sur le myotome qui correspond. Alors, je vous le redemande une fois de plus, pourquoi nous priver de cette approche stéréophonique si précieuse en fait pour démembrer les douleurs de nos patients et essayer de leur trouver des réponses? Il suffit pour cela de garder en tête en fait ce tatouage des dermatomes chez nos patients lorsqu'on les examine. Alors vous allez me dire, mais on l'examine comment ce dermatome? Eh bien de façon relativement simple, à l'aide du palpé roulé. C'est le palpé roulé et je crois le signe fonctionnel cutané le plus simple à aller chercher chez nos patients et celui qui nous apporte le plus de renseignements et qui a en plus le gros avantage de permettre un contrôle rétroactif après les avoir manipulés. Donc un palpé roulé, un pli cutané en fait sur un dermatome sain est un pli qui reste souple et indolore. Lorsqu'il y a une dysfonction dans le métamère et donc dans le dermatome, il devient plus épais. L'examen reste toujours comparatif, bien entendu, et il est même comparatif avec les dermatomes sus et sous-jacents, toujours, et de façon contralatérale. Et lorsqu'on plisse, on fait un palpé roulé sur un dermatome qui est touché, on va retrouver à ce moment-là un épaississement du pli et une douleur provoquée chez le patient qu'on peut essayer de limiter au maximum quand même en relâchant le pli. On n'est pas là pour les faire souffrir. Alors le palpé roulé, ça a l'air simple quand on le voit, mais c'est un petit peu plus difficile quand il faut le faire. Mais finalement, ça n'est pas plus compliqué que de rechercher un pouls, et ça, nous l'avons tous appris, donc il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas capables de tous apprendre à bien faire un palpé roulé. La véritable difficulté de la démarche clinique reste toujours de faire confiance à ce que nous percevons. Et bien entendu, nous travaillons sans filet, puisque nous n'avons aucun examen paraclinique qui puisse corroborer ce que nous trouvons par la palpation. Mais j'en profite pour vous dire que cette préoccupation n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'au XVIe siècle déjà, André Vézal, le père de l'anatomie, disait « Faites-le avec vos mains et croyez-les ».
Eh bien, je vous dis, au XXIe siècle, quand on veut faire de l'ostéopathie médicale, on en est réduit à la même chose. Alors, après avoir parlé de la peau, qui était la partie émergée de l'iceberg, passons sous l'eau et allons explorer la partie immergée, qui est probablement la plus passionnante et celle finalement que l'on connaît souvent le moins. Euh, nous allons parler du muscle, vous l'avez bien compris. La vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est le muscle. Notre approche médicale du muscle est souvent très rudimentaire et centrée plutôt sur son rôle moteur. Et je trouve qu'il est le parent pauvre de notre examen, alors qu'il est essentiel, à mon sens, dans l'interprétation de la douleur et des limitations du mouvement. Et nous touchons là au cœur du problème. La douleur et l'altération de mobilité sont les premières plaintes de nos patients au cabinet. Et acquérir la capacité d'explorer la perte de mobilité liée à une dysfonction musculaire est la base de l'approche clinique ostéopathique. Et cela prend tout son sens lorsqu'on l'intègre dans une vision neurologique fonctionnelle, quand on l'intègre dans le métamère. Nous vérifions cela au quotidien pour les douleurs périphériques, mais c'est peut-être encore plus pertinent sur les douleurs rachidiennes. Je ne peux pas concevoir qu'on s'occupe du rachis si l'on n'a pas une approche un tant soit peu fonctionnelle pour arriver à apporter une réponse complète à nos patients. Alors, si les chirurgiens orthopédistes ou les neurochirurgiens qui font du rachis sont les charpentiers de l'appareil locomoteur, excusez-moi un peu du raccourci, je crois que nous devons, nous, d'être les artisans du muscle dans le métamère. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais pas trop quand même, parce que je ne veux pas vous abreuver de choses trop, c'est pour que vous gardiez l'essentiel du propos. Nous limitons souvent notre exploration de la fonction musculaire à l'exploration des boucles réflexes neurologiques, en recherchant notamment les réflexes ostéotendineux qui, soit dit en passant, sont quand même assez mal nommés puisqu'ils ne touchent ils ne concernent ni le tendon ni l'os, mais plutôt le muscle. Et donc, ce sont plutôt des réflexes neuromusculaires purs. Bon, pour en revenir au réflexe myotatique, il a le gros avantage quand même de permettre de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de nous prouver que le muscle est d'abord un grand sensible avant d'être un grand costaud. Le muscle est d'abord un capteur sensitif avant d'être un effecteur moteur. Il est l'organe de notre sixième sens. On y revient. Je me fie pour cela à la définition qu'en fait Alain Berthoz dans son excellent ouvrage Le sens du mouvement. Ce sixième sens, il est assuré par le muscle. Le muscle est le propriocepteur sans lequel tous les autres sens n'auraient plus de sens. Il est l'organe clé de la kinesthésie. Et je vous le demande, que deviendrait le tact si l'on ne pouvait orienter la main? Que deviendrait la vue si l'on ne pouvait orienter la tête et les yeux? Que deviendrait l'olfaction et le goût sans les muscles ventilatoires qui permettent la circulation de l'air ou les mouvements de la langue? Que serait enfin notre audition sans notre capacité à orienter nos oreilles? Donc tout cela est sous-tendu d'abord par la kinesthésie. La kinesthésie peut être considérée comme le sens premier. C'est pourtant celui que l'on aborde probablement le moins en médecine. C'est peut-être là que les médecins ont besoin de l'ostéopathie. Parce que c'est lui que l'on explore et que l'on essaie de traiter en ostéopathie de façon directe par la palpation et de façon indirecte par l'analyse du mouvement dont il reste le support. Alors, très difficile de parler de la sensibilité du muscle sans évoquer le fuseau neuromusculaire, parce que c'est quand même lui, même s'il n'est pas seul, l'organe majeur qui permet la sensibilité au niveau musculaire. Le fuseau neuromusculaire et la boucle gamma, qui, à travers les fibres 1A et les fibres gamma, permet de maintenir une précontrainte de ce fuseau neuromusculaire qui reste donc en permanence sensible à l'allongement et qui renseigne le cerveau sur l'état de tension de chacun de nos muscles à chaque instant. C'est un travail énorme et c'est une intégration au niveau des fonctions supérieures qui est gigantesque, vous vous en doutez. Donc cette information parvient à la moelle par la racine postérieure, au niveau de la corne postérieure de la moelle, avec une information qui après va éclater en 4 directions schématiques. Le motoneurone agoniste qui va réguler le tonus du muscle pour en assurer le mouvement. L'interneurone inhibiteur pour le motoneurone antagoniste, empêchant ainsi toute contrariété du geste. Le noyau gracile pour aller vers la proprioception consciente et le cervelet enfin pour la proprioception inconsciente. Mais la proprioception musculaire n'est évidemment pas la seule information à pénétrer la moelle au niveau de la corne postérieure. Il est probable d'ailleurs que la clé de notre action
euh, qui n'est pas que musculaire, même si elle l'est principalement à mon avis. La clé de notre action se situe en fait au niveau des neurones à convergence sur lesquels arrivent, en plus des informations musculaires, des informations cutanées et des informations viscérales. Mais nous avons encore là tout à prouver. C'est aussi pour cette raison que je salue la présence de nos universitaires qui ont bien voulu répondre à l'appel, parce que je suis convaincu que sans eux, nous n'avancerons pas dans cette étude passionnante de nos modes d'action. Et, euh, et je suis convaincu que nous ne pouvons pas passer outre cette recherche si l'on veut que l'ostéopathie médicale trouve toute sa place dans le paysage médical. En résumé, nous faisons de la réflexothérapie en nous appuyant sur la neurophysiologie. Par rapport à ce que je viens de vous dire, qui se limite au métamère, notre action est en fait très, très humble au niveau du plus petit dénominateur commun, comme je vous le disais tout à l'heure, de ces douleurs dysfonctionnelles. Mais nous n'oublions pour autant pas, comme je viens de vous le dire, qu'il y a des relations intersegmentaires et suprasegmentaires qui sont essentielles dans la gestion de la douleur, c'est évident. Alors revenons à cette diapositive parce que je pense que au terme de l'examen succinct que je vous ai proposé ce soir, à la fois par une approche cutanée et par une approche musculaire, euh, cette diapositive résume un peu tout. Parce que de François Magendie, qui a ouvert la voie de la médecine expérimentale au XIXe siècle, en passant par Sherrington, qui a propulsé la neurophysiologie, euh, ils nous ont permis en fait d'ouvrir nos yeux sur ce qu'était réellement le fonctionnement de l'appareil locomoteur à travers cette relation intime qui existe entre le muscle et le neurologique. Plus près de nous, je ne pas vous parler du troisième personnage sur ces diapositives, qui est Erwin Core. Erwin Core était neurophysiologiste à Kirksville. Kirksville est l'endroit où est née l'ostéopathie, j'en reparlerai tout à l'heure. Et dans les années 60 et 70, il a beaucoup travaillé pour essayer d'expliquer comment fonctionnait l'ostéopathie. Et il est à l'origine d'une théorie qui est la théorie du segment médulaire facilité. Pour lui, l'augmentation du tonus de repos des muscles est à l'origine de la perte de mobilité. Et je ne suis pas loin de penser qu'il a absolument raison. Il le décrivait tel quel, je le cite, là, il disait que l'afflux d'activité gamma augmente les décharges afférentes en provenance des fuseaux neuromusculaires, et c'est elle qui est responsable d'un spasme musculaire réflexe, qui fixe l'articulation dans une certaine position, empêchant quelque part son retour à la position neutre. Voilà comment il décrivait les choses avec les outils dont il disposait à l'époque. Voilà. Cette conception qui était celle des années 60-70 a beaucoup évolué et depuis les années 80, l'ostéopathie s'est tournée vers des interprétations moins neurophysiologiques et c'est probablement ce qui fait qu'elle est une fois de plus, elle s'est une fois de plus un peu éloignée des médecins. Et je pense qu'il faut qu'on recolle à cela si on veut réintéresser l'ensemble des médecins à ce que peut apporter l'ostéopathie dans leur pratique. Je pense qu'il nous faut en clair, aujourd'hui, avec les moyens modernes d'exploration dont on dispose, reprendre ces travaux pour améliorer notre connaissance. Voilà, si vous me permettez de résumer rapidement l'examen clinique que je vous ai proposé. Donc, au terme de cet examen ostéopathique, on a des informations sur le dermatome par le palpé roulé et sur le myotome qui lui est associé par l'exploration et de la limitation du mouvement et la palpation directe éventuelle des muscles. Tout cela nous amène à poser le diagnostic de dysfonction métamérique et à remonter jusqu'au segment intervertébral correspondant, à la racine en quelque sorte. Ce segment intervertébral va présenter lui aussi une restriction de mouvement à cause des contractures musculaires des muscles paravertébraux, notamment, et c'est ce qui va permettre de cibler notre action thérapeutique. C'est sur lui que va porter notre traitement, en fait, notre manipulation. Alors abordons très rapidement ce traitement parce qu'il est hors de propos de vous démontrer comment fonctionnent les traitements d'ostéopathie ce soir. Mais gardez en tête que quelle que soit la technique utilisée et que cette technique soit musculaire ou qu'elle soit articulaire, c'est avant tout une réflexothérapie qui va cibler, dont la cible est la régulation d'un réflexe neuromusculaire qui est au départ dysfonctionnel. Je voudrais en définitive que vous gardiez ce soir deux notions de ces traitements pour lesquels je vais tordre le cou, au propre comme au figuré, vous allez le voir, à deux préjugés sur les manipulations. Le premier, c'est que les manipulations sont dangereuses, et le deuxième, c'est que les manipulations sont difficiles à apprendre. Alors, j'espère que les vidéos vont fonctionner et qu'elles vont dérouler pendant que je vous parle. Oui, ça devrait marcher. Alors, est-ce que manipuler est dangereux?
Alors ça peut l'être, c'est évident. Mais je pense pour autant que si l'on choisit correctement sa technique et si on la maîtrise, c'est tout l'intérêt d'un apprentissage de bonne qualité, manipuler quelqu'un n'est pas dangereux. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'avec un choix correct des techniques enseignées, on peut apporter des solutions à peu près 80% des problèmes que l'on rencontre en cabinet, au moins en médecine orthopédique, avec une dizaine de manipulations. Cela ne fera pas de nous des médecins spécialistes en ostéopathie, je vous l'accorde, mais dans tous les cas, des médecins capables d'intégrer l'ostéopathie à leur démarche diagnostique et thérapeutique pour le plus grand bien de leurs patients. Pour ce qui est de la durée d'apprentissage, je pense qu'on peut faire du coup beaucoup plus court que les 10 ans qui étaient annoncés auparavant, et donc que ça n'est pas si difficile que ça, que d'apprendre l'ostéopathie médicale, ou au moins les, 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 les techniques de base qui permettent de se débrouiller. Je prends pour cela l'image du stéthoscope. Je pense que nous avons tous un stéthoscope et que nous avons tous appris à l'utiliser, même si pour certains on l'utilise plus depuis longtemps. Pour autant, on est capable de le faire. Et nous ne sommes pour autant ni pneumologues ni cardiologues et on sait pourtant s'en servir. Donc c'est un peu la même idée que j'ai par rapport à la place que devrait prendre l'ostéopathie médicale dans le cursus de l'ensemble des médecins. Avant de conclure, je ne peux pas ne pas vous parler rapidement d'histoire de l'ostéopathie, parce que, pour deux raisons. D'abord parce que savoir d'où l'on vient permet de mieux comprendre où l'on va, c'est une évidence. Et surtout parce que l'ostéopathie n'a pas évolué de la même façon aux États-Unis qui l'ont vu naître et en Europe. Et ça, on le sait moins, et peut-être que la suite va surprendre certains d'entre vous. Alors, l'ostéopathie est née aux États-Unis. On doit sa naissance à mon médecin qui est représenté en haut là, avec son chapeau, qui est Andrew Taylor Still. Il a créé c'était un médecin donc qui avait œuvré pendant la guerre de sécession aux États-Unis. En 1874, il a commencé à utiliser en fait les techniques de manipulation pour en faire une médecine différente. Il faut dire qu'à l'époque, quand même, la pharmacopée n'était quand même pas très fournie, et donc les médecins étaient pour la plupart très démunis face à leurs patients, notamment sur les problématiques infectieuses et autres. Euh, il insistait beaucoup sur la capacité d'auto-guérison de l'organisme, et il disait que le thérapeute était là pour orienter cette capacité d'auto-guérison. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, quand on touche nos patients et qu'on les manipule, on fait toujours appel à leur capacité de s'auto-guérir. Nous sommes juste là pour initier le mouvement. L'élément le plus important du développement de l'ostéopathie aux États-Unis, le fait majeur dans son évolution, c'est qu'aux USA, les ostéopathes ont obtenu l'équivalence de diplôme avec les médecins. En 65, il y a eu officiellement une équivalence entre les docteurs en ostéopathie et les medical doctors. Les écoles d'ostéopathie aux États-Unis forment des médecins qui utilisent la manipulation dans leur pratique. C'est complètement différent de ce que l'on vit dans notre pays et de façon plus générale en Europe. Un autre chiffre important, en dehors de cette année d'équivalence, c'est le nombre de praticiens aux États-Unis. Ils sont évalués à 44 000, et vous verrez qu'on mettra ce chiffre en relief avec ce qui est la situation dans notre pays, et là aussi c'est assez surprenant. Je ne peux pas parler de l'ostéopathie aux USA sans évoquer Kamer, qui était un élève de Steele, qui s'en est détaché et qui a été créé en fait l'école de chiropraxie, qui reste toujours très active aujourd'hui. Mais au final, s'il y avait une idée à retenir, c'est qu'aux États-Unis, la majorité des ostéopathes sont médecins. Alors évoquons le devenir de l'ostéopathie en France. Alors c'est pas du tout la même chose. Et les médecins sont en partie responsables de ça, hein, parce que l'accueil qui a été réservé à l'ostéopathie quand elle est arrivée dans notre vieille Europe au début du siècle précédent a été plus que frileux. Beaucoup de médecins l'ont combattu en laissant cette pratique finalement à des professionnels qui n'avaient pas les compétences de diagnostic médical. Mais ça n'a pas été le cas de tous. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul prénom et deux noms, ce serait sans aucun doute Robert pour le prénom, Lavezzari pour le nom, le premier nom, puisque c'est le précurseur au début du XXe siècle. Il avait appris l'ostéopathie auprès d'une ostéopathe américaine, elle-même élève de Steele.
et il a publié un des premiers ouvrages sur l'ostéopathie destiné aux médecins qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, l'ostéopathie, et c'est une des raisons qui me ramène au propos d'introduction sur l'importance qu'il y a à garder ce terme, je crois, même quand on est médecin. Je n'ai malheureusement pas sa photo, mais son livre reste quand même. Et plus près de nous, Robert Meigne, qui en 1970 est à l'origine de la création des diplômes universitaires. Et c'est grâce à lui et grâce à la conception qu'il a eue des techniques d'ostéopathie que les médecins se sont beaucoup intéressés à ces techniques dans les années 70 et que l'ostéopathie c'est quand même a commencé à se diffuser dans le milieu médical jusqu'à être présente dans quasiment toutes les facultés de médecine à l'heure actuelle, par le biais des DU et par le biais de groupes de formation dont je reparlerai un peu plus tard. Mais en parallèle de cette évolution dans le milieu médical en France, il y a toute une évolution qui s'est faite dans les milieux non médicaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accueil de l'ostéopathie a été assez frileux chez les médecins et ceux qui ont été les plus friands de ces techniques, et on peut les comprendre, ce sont de loin les kinésithérapeutes. Ils ont fait leur ces techniques qui les aidaient beaucoup dans leur prise en charge de leurs patients. Imaginez des techniques qui vont à la fois soulager et redonner du mouvement. Ben, on est en plein dans leur mission quelque part de rééducation. Donc il était tout à fait logique que les kinésithérapeutes s'intéressent à ces techniques. Ceci dit, pendant longtemps, ils ont été sous le couperet de l'exercice illégal de la médecine et l'ostéopathie a dû attendre le début du XXIe siècle, de notre siècle, pour qu'il y ait une autorisation d'exercice aux non-médecins. Cela explique aussi, du coup, l'importante évolution du paysage de l'ostéopathie en France depuis 20 ans. Le nombre d'ostéopathes exclusifs a complètement explosé, notamment depuis ces 10 dernières années, et les écoles d'ostéopathie recrutent largement, moyennant finance quand même, beaucoup des recalés du concours de première année de médecine. Alors, quel avenir pour les ostéopathes non professionnels de santé dans un paysage où les médecins se raréfient? La question est entière à l'heure actuelle. Je vais essayer de l'illustrer un peu après par quelques chiffres. Mais bon, beaucoup se voient déjà en praticien de premier recours. Je souhaite simplement, pour la sécurité des patients, que les pouvoirs publics n'oublient pas quand même qu'ils n'ont aucune compétence de diagnostic lésionnel. Alors, pour éclairer un peu mon propos, voici la situation en termes de nombre de professionnels dans notre pays. C'est assez édifiant. Il y a en 2020, j'ai un peu extrapolé parce que les derniers chiffres, je ne les ai pas trouvés, mais c'était 2018. Je pense qu'il y a aujourd'hui à peu près 35 000 personnes praticiens dans notre pays qui portent le titre ostéopathe. 3/5 sont des NIMI, des ostéopathes non professionnels de santé, avec une formation d'environ 2000 professionnels chaque année. On est aujourd'hui avec un nombre d'un ostéopathe pour 2000 habitants. 70% de ces ostéopathes sont donc des non-professionnels de santé et 70% d'entre eux ont moins de 40 ans. Il faut savoir quand même aussi, et ça c'est l'effet nombre qui les dessert, qu'à l'heure actuelle, 1 sur 4 gagne moins que le SMIC. Et pour autant, il y a chaque année en France 20 millions d'actes d'ostéopathie qui sont réalisés chez environ 15 millions de patients, ce qui fait en gros un Français sur 4. Alors, contrairement à ce que j'ai pu laisser paraître tout à l'heure avec l'image d'Is No Good sur la diapositive précédente, je suis convaincu qu'il y a de la place pour tous les professionnels qui pratiquent l'ostéopathie, à condition quand même que chacun revendique et continue d'exercer les prérogatives qui sont propres à sa formation d'origine. Les médecins doivent continuer à faire du diagnostic lésionnel, bien évidemment, et à traiter avec les armes qu'ils ont mis 10 ans à acquérir. J'aurais beaucoup de mal à comprendre qu'on laisse tomber ça. Les kinésithérapeutes, eux, doivent continuer à rééduquer. Sinon, beaucoup de patients ne seront jamais autonomes avec leurs problèmes et ils resteront dépendants des thérapeutes, ce qui n'est pas une fin en soi. Quant aux ostéopathes non professionnels de santé, les fameux NINI, ils gardent toute leur place dans une prise en charge de confort. Mais ils ne doivent jamais perdre de vue que leur formation ne leur a pas donné de compétences au diagnostic lésionnel. Et ça n'est en aucun cas un jugement, c'est juste un fait. Et j'aimerais que vous gardiez cette idée-là en tête. Alors, il est temps de conclure, parce que je pense que je suis un peu long là, à force. Pour conclure, juste un schéma et 3 mots que j'aimerais que vous reteniez.
Le schéma, c'est celui du départ, c'est ce positionnement en fait de l'ostéopathie médicale dans la prise en charge des douleurs de nos patients. Je pense que la perte de mobilité et la douleur associée doit nous attirer vers une exploration du métamère. Vous êtes ici tous convaincus que nous devons à nos patients une analyse complète de leur douleur, je n'en doute pas. Et j'espère vous avoir un peu convaincu que dans cette analyse, le métamère est peut-être le plus petit dénominateur commun à l'expression et du coup à l'analyse de la majorité des douleurs dysfonctionnelles. Que l'approche ostéopathique médicale est d'une part un excellent outil pour analyser la dysfonction métamérique et d'autre part, grâce à un ensemble de techniques thérapeutiques réflexes, elle permet d'interrompre les boucles réflexes neuromusculaires qui sont devenues pathologiques. Je crois qu'il est grand temps que les médecins français intègrent l'ostéopathie médicale à leur pratique pour le bien de leurs patients et pour le leur. En effet, s'il y avait une chose à retenir aussi, c'est que je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour nous que d'améliorer notre patient au décours d'une consultation, plutôt que de déléguer cela soit un traitement, soit un tiers. Après l'image, les trois mots. Le premier, toujours aussi essentiel, c'est neurophysiologie. Et on retrouve sur cette diapositive ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas encore, pour lequel j'appelle notre union pour qu'on essaie de faire avancer un peu la problématique. On retrouve nos trois physiologistes, bien sûr, et permettez-moi quand même un brin de chauvinisme en évoquant le professeur Guy Lazorte, qui n'est pas porté sur la photo, neurochirurgien toulousain, qui a mis en évidence dans les années 50 les branches postérieures des nerfs rachidiens. Et ses travaux ont inspiré Robert Meigne. Ils ont inspiré à Robert Meigne son approche clinique de l'ostéopathie médicale. Et ça a été à l'origine finalement du développement de l'ostéopathie dans le milieu médical des années 70, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je pense qu'aujourd'hui, il nous faut dépasser le concept de branche postérieure pour l'étendre à celui de racine postérieure et donc au métamère dans son ensemble. Je pense que c'est là le travail qu'il nous faut conduire à l'heure actuelle. Je crois qu'à une époque où les neurosciences, poussées par des progrès techniques énormes, ne cessent de nous émerveiller, il est de notre responsabilité de faire progresser cette connaissance de ce qui se passe dans le métamère. Cette étape est indispensable si l'on veut que l'ostéopathie prenne un jour la place qui lui revient dans le paysage médical. Et puis, qui sait, et je m'adresse là aux algologues qui sont en ligne, cette vision des choses pourrait aussi aider à la compréhension de syndromes douloureux pour lesquels nous sommes encore très démunis. Si les mécanismes d'induction de beaucoup de ces douleurs sont d'origine centrale, c'est évident, n'oublions pas que leur expression périphérique passe par le métamère. Donc voilà pour le premier mot qui était neurophysiologie. Le deuxième, ben c'est fonctionnel, j'y reviens parce que je sais que c'est en partie critiquable et que mon ami Philippe Humbert va me retoquer là-dessus, mais c'est une façon simple de présenter les choses quand même avec cette idée d'écoute stéréophonique. Nous devons d'explorer les douleurs à la fois sur leur dimension lésionnelle, c'est évident, mais aussi sur leur dimension fonctionnelle. Et la balance qui évoque la recherche d'un certain équilibre entre les deux, ou au moins l'évaluation du déséquilibre qu'elle présente, ne doit pas nous faire oublier que c'est la sommation des deux qui est la douleur ressentie par le patient. Je crois qu'à une époque où l'intelligence artificielle fait dire à certains qu'on va pouvoir remplacer les médecins, euh, seule une approche clinique complète sera capable de sauver notre beau métier. Je crois que c'est cette capacité de diagnostic clinique qui fait la beauté de notre art. Et plus que les IRM dont l'intérêt est d'abord de confirmer nos hypothèses cliniques, je pense qu'il faut qu'on apprenne à explorer complètement nos patients avec nos mains par la clinique. Alors, ne vous privez plus de la stéréo et enrichissez votre pratique. Vos patients n'en seront que mieux soignés, c'est une évidence. Il reste un dernier mot. Le mot de la fin, c'est celui de diagnostic. J'en appelle pour cela à mon maître et ami Yvan Prat. Et Yvan, tu me pardonneras de t'associer Pierrot ce soir, parce que il raconte la même chose que toi, il a toujours raconté la même chose et il nous a transmis la même chose que toi, bien évidemment. Et tu débutes chaque mois ton billet d'humeur par une phrase en occitan
qui dit Qui bene diagnostic, bene curat. Cette phrase, je l'ai toujours lue rapidement en lisant tes billets d'humeur mensuels et je n'en avais pas forcément sondé la profondeur, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu as raison. Il n'y a pas de bon traitement sans un bon diagnostic et je crois qu'il n'y a pas de bon diagnostic sans une analyse complète de la plainte fonctionnelle du patient. Dans cette analyse difficile de la douleur, n'oublions jamais que nous sommes les seuls à pouvoir faire un diagnostic complet qui soit à la fois lésionnel et fonctionnel. Pour clore mon propos, après je m'arrête, c'est promis, je suis plus que jamais convaincu que les médecins ont besoin de l'approche ostéopathique et que l'ostéopathie a besoin des médecins. Elle a besoin de vous tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous signale que la vidéo de la présentation sera normalement visible sur le site de la MOPI. Si vous voulez la faire voir à d'autres confrères, ce sera possible. Vous dire aussi que nous réfléchissons activement à l'heure actuelle, tant au niveau du DU que dans l'association, sur des modes d'enseignement interactif par visioconférence. Ça ne va probablement pas être simple, mais ce n'est certainement pas impossible. Et peut-être que la conférence de ce soir est un moyen de commencer. Je voudrais aussi vous dire que nous ne sommes pas les seuls, loin s'en faut, à réfléchir à tout ça et à enseigner aux médecins l'ostéopathie médicale. Les DU sont présents dans presque toutes les facultés de médecine et les groupes de formation dédiés aux médecins sont présents sur tout le territoire. Je vous ai mis notamment le lien de la FEMO pour ceux qui seraient intéressés. C'est la fédération qui regroupe ses principaux groupes de formation. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas citer tout le monde, donc je me cantonne à ce qui est le plus officiel.